Mer. Voilà, regardez et puis évidemment restez avec nous pour débattre et commenter évidemment ce débat très attendu. Regardez. Quelques mots des règles, c'est le tirage au sort qui a décidé de vos positions. Bonsoir Jean-François Copé. Bonsoir. Bonsoir Nicolas Sarkozy. Bonsoir. Bonsoir Alain Juppé. Bonsoir. Bonsoir Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonsoir. Bonsoir Jean-Frédéric Poisson. Bonsoir. Bonsoir François Fillon. Bonsoir. Et bonsoir Bruno Le Maire. Bonsoir. Tirage au sort également pour vos prises de parole, au début et à la fin. Et puis chacun aura, au cours de ce débat, 1 minute 30 maximum pour répondre aux questions, 30 secondes lorsqu'il souhaite intervenir ou répondre dans le cours du débat. La lumière rouge s'allumera pour le signaler, mais libre à chacun, bien sûr, d'économiser, entre guillemets, son temps de parole. Et avant de démarrer, quelques explications sur le déroulement du vote dans 3 jours avec Guillaume Narret. Le premier tour de cette primaire se déroule ce dimanche 20 novembre. Pour voter, pas besoin d'être membre d'un parti politique. Il suffit d'être inscrit sur les listes électorales. C'est une primaire ouverte à tous. Il vous faudra simplement signer cette charte dans laquelle vous affirmez partager les valeurs républicaines de la droite et du centre et vous engager pour l'alternance. Combien ça coûte ? 2 € à chaque tour de scrutin afin de participer aux frais d'organisation. Au total, 10 228 bureaux de vote seront ouverts dans toute la France de 8 h à 19 h. Attention, ce n'est pas nécessairement votre bureau habituel. Pour savoir où voter, rendez-vous sur ce site internet www.primaire2016.org. Un numéro de téléphone spécial a été mis en place également, le 0821 20 2016. Les procurations sont interdites. Si besoin, un second tour aura lieu une semaine plus tard, le dimanche 27 novembre. Voilà pour ces règles et on commence avec 2 questions d'actualité. La première, c'est la poussée des votes anti-élite. Donald Trump, après le Brexit et avant peut-être l'Autriche. Alors Jean-Pierre Elkabbach parlera des conséquences internationales tout à l'heure. Mais quels enseignements ici en France ? François Fillon, c'est vous qui commencez. Beaucoup ici, et notamment Nicolas Sarkozy ou Jean-François Copé, estiment que cela impose de revoir la manière de s'adresser aux Français, qu'il faut affirmer ses intentions sans filtre, notamment sur les frontières, la cohésion, l'immigration. Est-ce que c'est votre cas ? Il faut toujours dire la vérité aux Français. Il ne faut pas changer d'attitude parce qu'il y a eu une élection aux États-Unis. Monsieur Trump a été élu par les Américains, c'est le choix du peuple américain. C'est donc le président qui va défendre les intérêts des États-Unis. Et le débat que nous avons, c'est pour choisir le président qui va défendre les intérêts de la France, justement face aux États-Unis. Parce que si nous sommes alliés, il se trouve que nous avons beaucoup de contentieux avec les États-Unis. Et beaucoup de ces contentieux ne datent pas de Monsieur Trump. Ce n'est pas Monsieur Trump qui a semé le chaos au Proche-Orient en envahissant l'Irak. Ce n'est pas M. Trump qui voulait installer des missiles antimissiles à la frontière de la Russie. Ce n'est pas M. Trump qui fait que les magistrats américains se mêlent de la vie des entreprises européennes. Donc le moment est venu, avec l'élection de M. Trump, de dire stop et de convaincre les Européens de mettre en place une relation transatlantique qui soit beaucoup plus équilibrée. C'est ça l'enseignement que je tire, plutôt que des enseignements sur la vie politique française. Tout ça n'a pas grand-chose à voir. On a entendu beaucoup de commentateurs expliquer doctement les raisons pour lesquelles Mme Clinton serait élue. Puis on a entendu les mêmes commentateurs 24 heures après expliquer aussi doctement pourquoi M. Trump avait été élu. Moi, je ne me donnerai pas ce ridicule. Jean-Frédéric Poisson, c'est à vous de vous exprimer. Vous êtes le seul ici à avoir salué l'élection de Donald Trump. Vous vous sentez proche de lui politiquement ? Non, ça n'est pas la question. Le message qui est envoyé par l'élection de Donald Trump aux États-Unis consiste d'abord à rappeler que les frontières, ça a du sens, que les chocs migratoires doivent être pris en compte, que le politiquement correct, effectivement, ne peut plus avoir droit de cité dans la vie publique, que les entreprises et la prospérité économique ont du sens. Et tout cela, je crois, se fait dans un contexte dans lequel les États-Unis eux-mêmes nous disent finalement la mondialisation heureuse telle qu'elle a été envisagée par beaucoup de pays occidentaux, telle qu'elle a été préparée en Europe, y compris par toutes les personnes qui sont autour de moi ici, eh bien je pense que c'est ça qui marque un coup d'arrêt dans l'histoire du monde. Lorsque le président de la République française exprime des inquiétudes, moi j'ai l'impression que nous sommes en face de formidables opportunités. Les États-Unis d'Amérique vont changer de pied probablement, même s'il faut d'abord laisser le nouveau président américain entrer à la Maison-Blanche, parce qu'il n'y est pas encore, mais dans les intentions qu'il a affichées très clairement, et sur le Proche-Orient, et sur la relation des États-Unis avec l'OTAN, donc la manière dont les États-Unis voulaient
diriger l'intégralité quasiment de la protection militaire du monde. Tout cela va changer. Et je crois qu'à défaut d'avoir à faire des commentaires sur les conséquences sur la vie politique française que je considère inutiles, il me semble qu'il y a pour notre pays, en tout cas, une opportunité formidable. Alors, Bruno Le Maire, vous avez fait un commentaire sur l'incidence sur la vie politique française. Vous voyez dans ce vote, et dans ces votes d'une manière générale, le signe que le renouvellement est un peu impératif. Est-ce que ça n'est pas un peu hasardeux de tirer ces conséquences pour y trouver un encouragement à votre démarche personnelle, puisque vous prenez vous-même le renouvellement? Ce n'est pas ma démarche personnelle du tout qui est en cause, David Pujadas. Simplement que lorsqu'on n'écoute pas les peuples se vengent. Et on le voit partout dans toutes les nations occidentales. Vous avez cité l'Autriche, qui pourrait dire demain un président de la République issu d'une formation d'extrême droite. On le voit en Allemagne, avec un parti des extrêmes qui, pour la première fois depuis 1945, dépasse les 10% des élections locales. On le voit avec le Brexit. Tout le monde avait dit que ça n'arrivera jamais. Jamais la Grande-Bretagne ne quittera l'Union européenne. C'est arrivé. On l'avait dit pour Donald Trump, jamais il ne sera élu président des États-Unis, c'est Mme Clinton qui va gagner. Eh bien, le peuple décide autrement. Il y a une colère, il y a une inquiétude dans toutes les nations occidentales et un besoin à la fois de protection économique et de protection culturelle. Et depuis 4 ans que je me déplace en France, moi je sens ce même besoin de protection. Je sens la même colère des artisans, commerçants. On leur dit le RSI ça marche très bien. Non, ça ne marche pas. De toutes ces classes moyennes, on alourdit leurs impôts. Et on leur dit, ne vous inquiétez pas, on va continuer comme avant. Non, il faut baisser les impôts des classes moyennes, de ces agriculteurs qui s'en sortent plus parce que les normes sont toujours plus strictes. Bien, il est temps de répondre à cette colère. Et pas comme le fait M. Trump, pas avec plus de colère, pas avec des propositions qui ne seront pas tenues, mais avec des propositions positives qui redonneront aux Français la capacité de réaliser ce qu'ils portent au plus profond d'eux-mêmes. Bien, pousser des populismes un peu partout, pousser du populisme peut-être aussi en France. Nous sommes également en partenariat ce soir avec Facebook et les Français nous posent des questions par ce biais. Écoutez. Bonsoir, je m'appelle Pascal Égard, j'ai 44 ans, j'habite à Paris dans le 15e arrondissement et je suis responsable d'un centre de supervision dans les télécoms. Ma question est la suivante. Le résultat des dernières élections américaines ont démontré la capacité des électeurs à porter aux plus hautes fonctions de l'État un profil particulièrement atypique. En quoi êtes-vous atypique par rapport à vos concurrents et qu'est-ce qui va vous différencier dans la dernière ligne droite avant les élections présidentielles de 2017? Merci. Alors, question à vous, Alain Juppé. Vous avez entendu aussi ce que disent certains de vos concurrents face à cette poussée possible du populisme en France. Est-ce que votre ton mesuré, délibérément nuancé, fait de vous le meilleur candidat contre le populisme? Les Français le diront. Le peuple américain s'est prononcé et naturellement, nous devons nous tenir prêts au dialogue avec le nouveau président des États-Unis. La première question que je me pose est tout simplement la suivante. Fera-t-il après l'élection ce qu'il avait annoncé avant? C'est une question que nous devrions nous poser en France aussi. Il y a raison d'en douter, puisqu'il commence déjà à mettre un peu d'eau dans son vin après ses déclarations de Tony Trump avant l'élection. Je crois que ça nous lance 3 défis, parce que c'est ça qui est intéressant. Je pense que l'Amérique n'est pas la France et la France n'est pas l'Amérique, et qu'il est difficile de tirer des conclusions définitives. En revanche, nous devons nous préparer à 3 chocs, disons le mot. Le premier, c'est le commerce. On nous parle beaucoup de protectionnisme. Le protectionnisme serait une régression formidable pour l'économie française et l'économie européenne en général, mais nous ne devons pas être naïfs avec les États-Unis. Il faut défendre nos intérêts et nous doter des outils nécessaires pour avoir une politique commerciale offensive. Le problème va se poser avec la Chine, d'ailleurs, dans les tout prochains jours. Ensuite, c'est le choc de la défense. M. Trump nous dit qu'il faut que les Européens dépensent davantage. OK, on va faire des efforts pour la défense, mais qui paye commande? Et ça nous met au pied du mur. Est-ce que l'Europe, oui ou non, est prête enfin à prendre ses responsabilités en matière de sécurité et de défense? Puis le troisième choc, c'est le choc du développement durable. Je crois qu'il n'est pas question pour nous de renoncer à lutter efficacement contre le réchauffement climatique, quel que soit le changement de pied des États-Unis. Nathalie Kosciusko-Morizet, est-ce qu'on peut aujourd'hui convaincre l'opinion en plaidant pour les opportunités d'une mondialisation heureuse en quelque sorte? Moi, je n'ai pas changé d'avis. Ce qui était détestable dans les propos de Donald Trump l'est toujours. Le sexisme, le racisme, l'homophobie ne sont pas plus acceptables depuis qu'il a été élu président par les Américains. Alors, néanmoins, il a été élu à la faveur, il est vrai, d'un système électoral dans lequel Hillary Clinton a quand même 1 million de voix d'avance. Mais il a été élu et il va falloir travailler avec lui. Mais ça ne nous oblige pas
à lui ressembler. Et puis, après tout, on n'est pas des commentateurs de la vie politique américaine. Je veux dire, nous autres, on est des acteurs de la vie politique française. Donc, la question, c'est comment, dans ce nouveau contexte, qui va probablement être plus dur, on défend au mieux les intérêts des Français. Mais la mondialisation semble sanctionnée par tous ces votes. Mais on peut en discuter à l'infini. Il n'a pas fait campagne pour ou contre la mondialisation. Ce n'était pas ça l'axe de la campagne américaine. Et de toute façon, la campagne américaine, c'est la campagne américaine. Moi, la question que je me pose comme responsable politique française, c'est comment on fait dans ce contexte pour défendre au mieux les intérêts des Français. Et il y a un sujet dont il faut qu'on parle, c'est celui de la défense. Parce que les États-Unis, ils vont être dans une démarche beaucoup plus isolationniste. Il l'a annoncé pendant sa campagne. C'est à la France, probablement, pour partie, de relever ce défi. Elle assume, une fois que la Grande-Bretagne aura quitté l'Union européenne, 25% de la défense, 25% de l'investissement en défense européenne. Mais il faut qu'on puisse le partager avec les Européens. Il faut qu'on puisse partager cette charge et notamment sortir la défense des critères de 3% de Maastricht. Alors, je ne désespère pas de vous faire parler tout de même des enseignements de cette élection pour la France. Nicolas Sarkozy, vous avez entendu ce qui se dit beaucoup. Est-ce qu'Alain Juppé n'est pas le meilleur candidat contre une possible poussée du populisme en France parce qu'il serait le plus rassembleur? Vous êtes bien dans la ligne journalistique. Vous en avez parlé, vous aussi. On parle de Trump et on arrive à l'un de mes concurrents. L'élection de Trump, il faut le dire aux Français, va avoir deux conséquences géostratégiques absolument majeures. La première, c'est que la première puissance du monde, économique, militaire, monétaire, va défendre ses intérêts avec davantage d'agressivité. On doit en tirer des conséquences. On ne peut pas être naïf. On ne peut pas laisser massacrer littéralement notre industrie, notre agriculture, notre ruralité. Ce n'est pas possible. Je propose donc immédiatement que l'Europe se réunisse pour adopter un Buy European Act. La société Alstom vient d'obtenir un marché d'1,8 milliard aux États-Unis. Voilà, regardez et puis évidemment restez avec nous pour débattre et commenter évidemment ce débat très attendu. Regardez. Quelques mots des règles. C'est le tirage au sort qui a décidé de vos positions. Bonsoir Jean-François Copé. Bonsoir. Bonsoir Nicolas Sarkozy. Bonsoir. Bonsoir Alain Juppé. Bonsoir. Bonsoir Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonsoir. Bonsoir Jean-Frédéric Poisson. Bonsoir. Bonsoir François Fillon. Bonsoir. Et bonsoir Bruno Le Maire. Bonsoir. Tirage au sort également pour vos prises de parole, au début et à la fin. Et puis chacun aura, au cours de ce débat, 1 minute 30 maximum pour répondre aux questions, 30 secondes lorsqu'il souhaite intervenir ou répondre dans le cours du débat. La lumière rouge s'allumera pour le signaler, mais libre à chacun, bien sûr, d'économiser, entre guillemets, son temps de parole. Et avant de démarrer, quelques explications sur le déroulement du vote dans 3 jours avec Guillaume Narret. Le premier tour de cette primaire se déroule ce dimanche 20 novembre. Pour voter, pas besoin d'être membre d'un parti politique. Il suffit d'être inscrit sur les listes électorales. C'est une primaire ouverte à tous. Il vous faudra simplement signer cette charte dans laquelle vous affirmez partager les valeurs républicaines de la droite et du centre et vous engager pour l'alternance. Combien ça coûte ? 2 € à chaque tour de scrutin afin de participer aux frais d'organisation. Au total, 10 228 bureaux de vote seront ouverts dans toute la France de 8 h à 19 h. Attention, ce n'est pas nécessairement votre bureau habituel. Pour savoir où voter, rendez-vous sur ce site internet www.primaire2016.org. Un numéro de téléphone spécial a été mis en place également, le 0821 20 2016. Les procurations sont interdites. Si besoin, un second tour aura lieu une semaine plus tard, le dimanche 27 novembre. Voilà pour ces règles et on commence avec 2 questions d'actualité. La première, c'est la poussée des votes anti-élite. Donald Trump, après le Brexit et avant peut-être l'Autriche. Alors Jean-Pierre Elkabbach parlera des conséquences internationales tout à l'heure. Mais quels enseignements ici en France? François Fillon, c'est vous qui commencez. Beaucoup ici, et notamment Nicolas Sarkozy ou Jean-François Copé, estiment que cela impose de revoir la manière de s'adresser aux Français, qu'il faut affirmer ses intentions sans filtre, notamment sur les frontières, la cohésion, l'immigration. Est-ce que c'est votre cas ? Il faut toujours dire la vérité aux Français. Il ne faut pas changer d'attitude parce qu'il y a eu une élection aux États-Unis. Monsieur Trump a été élu par les Américains, c'est le choix du peuple américain. C'est donc le président qui va défendre les intérêts des États-Unis. Et le débat que nous avons, c'est pour choisir le président qui va défendre les intérêts de la France, justement face aux États-Unis. Parce que si nous sommes alliés, il se trouve que nous avons beaucoup de contentieux avec les États-Unis.
Et beaucoup de ces contentieux ne datent pas de M. Trump. Ce n'est pas M. Trump qui a semé le chaos au Proche-Orient en envahissant l'Irak. Ce n'est pas M. Trump qui voulait installer des missiles antimissiles à la frontière de la Russie. Ce n'est pas M. Trump qui fait que les magistrats américains se mêlent de la vie des entreprises européennes. Donc le moment est venu, avec l'élection de M. Trump, de dire stop et de convaincre les Européens de mettre en place une relation transatlantique qui soit beaucoup plus équilibrée. C'est ça l'enseignement que je tire, plutôt que des enseignements sur la vie politique française. Tout ça n'a pas grand-chose à voir. On a entendu beaucoup de commentateurs expliquer doctement les raisons pour lesquelles Mme Clinton